J'accueille avec moi Elsa Gardner et Sébastien Blache, ici présents, ainsi que Corinne Morel-Darleux, ici présente. Installez-vous. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement, ça vous évitera de le faire. Vous avez des micros à votre disposition. Moi, il faut que je garde le mien. Pourquoi on vous accueille? Parce qu'on va parler du vivant, c'est-à-dire comment on travaille avec le vivant et comment on a des ressourcements avec le vivant dans notre façon de produire, d'exister, de lutter. Donc Elsa et Sébastien, vous êtes là parce que vous êtes les cofondateurs des paysans de la ferme du Grand Laval, qui est située dans la Drôme, à côté du jardin de Bourg-les-Valences, de l'association Parenthèse. Une ferme paysanne et sauvage. Alors vous allez nous raconter ce que c'est qu'une ferme paysanne et sauvage. Je me suis permis ici de remettre le plan quand même pour les initiés, pour ceux qui aiment vraiment avoir de la vision géographique claire. 10 hectares à sa création en 2006. Vous êtes à 50 hectares, je crois, depuis 2022. C'est une ferme en culture polyélevage. On raconterait tout ça aussi. En autonomie complète sur l'alimentation et la reproduction des bêtes. En autonomie complète sur la fertilisation des sols. Donc vous n'importez pas de gaz russe, ni de viande de pigeon espagnol. C'est 100% de vente directe également. Et vous êtes cofondateur surtout de l'association, si c'en est une, Réensauvager la ferme. Voilà, donc vous nous en... Corinne Morel-Darleux, tu n'es pas paysanne, mais pour autant tu cultives. Et tu nous cultives, puisque tu es autrice et essayiste de livres, au titre très poétique. Alors je peux en citer quelques-uns. Du fond des océans, les montagnes sont plus grandes. Nous irons trouver la beauté ailleurs. Tu nous en parleras. La sauvagière, c'est un roman. Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Alors celle-là, c'est pour nous tous, dans l'insertion par l'activité économique. Dans le monde associatif en général, je répète, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Alors, tu nous diras si ça vaut le coup quand même de couler en beauté, parce que pour l'instant on a encore les brassards. Et tu as un blog qui s'appelle revoirlesllucioles.org. Et je me souviens, alors c'est une table 100% drômoise, on a compris. Est-ce un hasard? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et vous verrez qu'ensuite ça va rester dans la Drôme. Enfin c'est assez épatant. Et donc on voyait des lucioles et on ne les voit plus. Donc tu es très engagé aussi dans le mouvement écologiste, dans des luttes concrètes. Hier on a présenté le film Les Soulèvements de la Terre, peut-être, et voilà, tu vas nous dire comment on fait pour survivre dans ce contexte. Merci Elsa et Sébastien. Alors vous parlez en alternance, c'est vous qui décidez quand. Alors d'où vous est venue cette alliance d'une ferme en agriculture biologique avec des naturalistes? Qu'est-ce que c'est que cette idée de ferme réensauvagée? Bonjour à tous. Moi, je crois le micro. Comme ça, okay. Bonjour à tous. L'idée d'une ferme en cohabitation avec des naturalistes, c'est surtout le fait que c'est moi qui ai commencé la ferme avant de rencontrer Elsa, et j'ai toujours été naturaliste en fait. Le naturaliste, je dirais que c'est un état de fait pour beaucoup de personnes qui le sont. C'est quelque chose voilà, un petit peu comme Obélix, on y tombe dedans quand on est tout petit. Et voilà, c'est une attention que j'ai en permanence. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais certains d'entre vous sont certainement comme moi. Moi, quand je vois un poisson, ça me fait vraiment quelque chose. Quand je vois un oiseau, ça me fait quelque chose. Et voilà. Donc ça, c'est un peu ça ce que je dirais. Et donc de faire paysan en association avec la faune et la flore qui nous entourent, pour moi c'est plus qu'une évidence, c'est en fait même le sel de ma vie, en fait, tout simplement. En fait, je crois que si je fais ce métier, c'est pour vivre à côté de bécassines, de rencontrer un renard. Tous les jours, en fait, je suis nourri et tous les mois, je suis
vraiment alimenté pour de nombreux mois par la rencontre avec une nouvelle espèce ou avec un individu. Et donc moi, c'est comme ça que ça s'est fait et c'est pour ça que je fais ça. Et toi, Elsa? Parce que tu as rencontré peut-être l'humain avant la faune et la flore locale. Moi, mon désir de concilier l'agriculture et la biodiversité, parce qu'il y a quelques temps, on appelait ça la biodiversité, maintenant on appelle ça le vivant. Moi je suis écologue, de formation biologiste écologue, et c'était... alors moi je ne suis pas naturaliste justement, je suis vraiment, maintenant je me considère comme paysanne. C'était plus une volonté de mettre en application des choses que je voyais de loin et qui n'étaient pas très concrètes quand on travaille dans le domaine de l'écologie. Moi je travaille dans la conservation des espaces naturels, et d'allier l'agriculture avec une vision de naturaliste ou d'écologue, et bien ça permet de concrétiser une conservation du vivant qui est censé, quoi, qui vraiment fait sens et qui vraiment s'applique. Et alors, dans la structuration de votre ferme, qu'est-ce que ça change de penser avec la nature sauvage? Parce que tous les producteurs bio sont les premiers à expliquer qu'ils vivent avec le sol, la richesse animale du sol, qui vivent avec les échanges gazeux, qui sont complètement connectés au climat, qui font des associations de culture, etc. Ils ne sont pas tous paysans-chercheurs, paysans naturalistes, mais il y a quand même cette dimension du vivant qui les relie tous. Alors, qu'est-ce que c'est en plus la dimension sauvage de la ferme? Intégrer l'aspect sauvage dans une ferme, ça commence par se sensibiliser et se rendre compte que quand on produit, alors nous on fait des pois chiches, des lentilles, on fait des fruits, on a des poules pondeuses, on a plein de productions. En fait, c'est se rendre compte que dans le lieu où on exploite et on produit une alimentation humaine, eh ben, on n'est pas tout seul. Ça veut dire qu'on partage un espace avec d'autres et que quand on prend une décision, par exemple de broyer un endroit ou de faucher une luzerne, eh ben, il y a d'autres espèces dans la luzerne, il y a d'autres espèces dans la bande enherbée qu'on va broyer, et qu'on peut détruire leur cycle de vie, on peut détruire leurs petits, on peut détruire leur nid, on peut détruire leur nymphe ou leur chrysalide, on peut détruire l'insecte, etc. Et donc de prendre ça en considération, ça amène une autre façon de travailler qui est déjà beaucoup plus satisfaisante, et puis qui va à l'encontre du déclin de la biodiversité, en fait. Et l'association avec les naturalistes pour réensauvager la ferme, comment vous articulez vos savoirs paysans avec des savoirs naturalistes? Parce que, par exemple, on sait que les savoirs profanes des paysans ont été supprimés par l'apparition d'une compétence royale de l'époque, l'ingénieur agronome, qui a arraché toutes ces compétences et qui les a institutionnalisées dans une science agronomique, etc. Et les paysans bio ont évidemment essayé, certains, de se reconstruire comme des experts, comme ayant un savoir légitime qu'on leur avait enlevé par le conseil technique de l'ingénieur agronome, évidemment du plan Pisani, etc., etc. Donc, c'est pas toujours facile d'articuler ces savoirs pratiques, ces savoirs de terrain, ces savoirs de terre, avec des savoirs conceptuels ou scientifiques. Comment vous articulez ça? En fait, je pense que le premier... déjà, il faut, effectivement, je suis tout à fait d'accord, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de paysans, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont complexés et qui ont la sensation de ne pas savoir et d'être totalement épaulés par une myriade de techniciens qui leur proposent des choses, et force est de constater que dans le métier de paysan ou d'agriculteur, il y a certains de nos collègues qui sont épaulés du début à la fin dans leur travail. Et ces gens-là ont la sensation de ne pas avoir de savoir.
Nous, en fait, je pense que à partir du moment où on a décidé de travailler autrement, on a dû, à un moment donné, se décomplexer par rapport à ça, et puis surtout se rendre à l'évidence, c'est que personne n'allait venir nous aider, en fait. Puisqu'en fait, on s'est retrouvé dans une situation où l'aide technique n'existe pas, en fait. Si vous décidez de travailler en laissant proliférer des fleurs messicoles dans vos champs de céréales, il n'y a pas beaucoup de techniciens, il n'y a pas beaucoup de vendeurs de produits phyto ou autres qui vont vous conseiller à quelle dose vous devez pour épargner la tulipe sauvage, quoi. Vous voyez, on ne sait même pas qu'il y a des tulipes sauvages, en fait. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Donc il a fallu, nous, qu'on accepte que le savoir, il allait venir de nous. Et ensuite, aussi à un moment donné, faire un pas de côté et regarder ce que font les agriculteurs, ce que font tous ces professionnels qui sont engagés dans diverses productions, pour comprendre en fait les paramètres de production et pour comprendre en fait dans les champs des possibles pour nous. En fait, je pense que la chose la plus importante, ça a été quand nous on a compris, on a réagi en se disant que les gars dans l'aggro qui font 60 tonnes de pêche à l'hectare, ils font comment en fait? Et une fois qu'on a compris comment ils faisaient, on a pu aller se lancer, se mettre dans les interstices, parce que ce qu'ils font en fait, c'est un sacré, c'est une prouesse en fait. C'est une vraie grosse prouesse. Mais par contre, qui a une multitude d'inconvénients. Et donc du coup, ça a été ça. Donc ça a été de marier les deux. Et c'est cette hybridation entre cette attitude naturaliste, instinctive, et aller regarder à côté qui nous a permis en gros, d'arriver quand même à vivre de notre ferme. Très bien. Alors, peut-être Elsa, tu reprendras, mais j'aimerais entendre Corinne justement sur votre témoignage. Peut-être que vous vous connaissez, je pense que vous devez le connaître, parce que j'ai lu tes livres et j'ai bien vu que dans tes nombreux voyages, tu as trouvé des lieux de production, notamment agricoles, un peu anachroniques, c'est-à-dire des lieux qui survivent au milieu d'un océan d'industrialisation, de chimique, etc., et qui, dans ton appréciation, je pense à l'Inde en particulier, te semblaient presque des lieux prospectifs, des lieux du futur, qui d'ailleurs sont en tension avec la modernité. Ils ne sont pas complètement isolés, ni emmurés dans leur tradition. Ils se posent des questions sur cette différence. Mais tu as semblé voir là quelque chose qui préfigurerait ce qu'on pourrait imaginer comme des systèmes de production, etc. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire et pourquoi c'est si important de produire différemment pour se sentir vivant? Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation et je suis contente de retrouver Sébastien et Elsa parce qu'effectivement on se connaît et que voilà, moi je suis de manière très curieuse et très attentive ce réseau des fermes paysannes et sauvages qui, on l'a pas dit, mais qui quand même se développe à grande échelle, de plus en plus, et à vive allure, et c'est une bonne nouvelle. Juste pour dire d'où je parle, tu disais tout à l'heure que je n'étais pas paysanne. Pourquoi moi je m'intéresse à ces questions d'agriculture et d'alimentation? C'est parce que j'ai effectué 2 mandats en tant que conseillère régionale, en Rhône-Alpes puis en Auvergne-Rhône-Alpes. Mon second mandat, c'était dans l'opposition à Laurent Wauquiez. Et il se trouve que sur ces 2 mandats, je siégeais à la commission agriculture et développement rural. Que par ailleurs, j'habite dans une zone rurale où il y a pas mal de paysans, qui est le Diois, dans la Drôme. Et que je suis également sociétaire de l'atelier paysan et à sa coordination stratégique maintenant depuis plusieurs années. J'en profite d'ailleurs pour remercier tout le réseau Cocagne qui, je le sais, s'est mobilisé sur les formations de l'atelier paysan qui en a bien besoin en ce moment. Donc merci à vous et n'hésitez pas à continuer à vous inscrire et à faire inscrire à ces formations de l'atelier paysan. Maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, je vais répondre à la question. Il se trouve qu'effectivement, j'ai eu l'occasion de visiter pas mal de pays très différents des nôtres, et notamment sur les questions d'agriculture, et en particulier pour une expérience plus récente, l'Inde, au milieu du pays, un lieu qui s'appelle les Juvadu Hills,
qui est un endroit où j'ai profité, je me suis glissée dans un mini-car dans lequel il y avait à la fois des agronomes, des géologues, des sociologues, des anthropologues qui allaient précisément sur ce territoire, parce que c'est un territoire un peu particulier qui, donc, au centre de l'Inde, est assez peu accessible et n'a commencé à réellement être relié au monde dit moderne que tout récemment. Et donc c'est un territoire comme il n'y en a plus beaucoup en fait à travers le monde, qui n'est pas encore complètement envahi de Coca-Cola, de McDonald's et de maillots de foot Qatar Airways, et qui est vraiment juste à ce moment de bascule. C'est-à-dire qu'on commence à voir arriver les ordiphones, les écrans, mais on n'y est pas encore tout à fait. Et notamment sur la question de la paysannerie, en fait, c'est encore une micro-société avec une agriculture de subsistance. Donc en fait, les personnes cultivent ce qui est employé pour nourrir les personnes qui habitent le territoire, ce qui déjà n'est plus si fréquent. Mais déjà, quand j'y étais, commençaient à arriver des entrepreneurs agricoles qui en fait arrivaient avec des contrats. Donc ils arrivent avec tout le processus clé en main, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec les semences, les pesticides, les engrais et le contrat avec l'engagement à acheter les récoltes si le processus a bien été suivi. Et ça, évidemment, ça vient totalement bouleverser l'économie paysanne locale. D'abord parce que c'est des cultures qui n'existent pas ou qui n'existaient pas jusqu'ici, notamment de la culture de cornichons qui est destinée à l'exportation pour l'Europe. Donc on est très loin de l'agriculture de subsistance. Et ensuite, parce que ça introduit des produits, des substances chimiques qui jusqu'ici n'étaient pas utilisées par les paysannes et les paysans. Donc c'est vraiment ce moment de bascule qui est évidemment très intéressant à regarder. Et en quoi moi ça m'intéresse dans les réflexions sur l'avenir, sur la suite, etc. En l'occurrence, dans le livre dans lequel j'en parle, qui est Alors nous irons trouver la beauté ailleurs, je le mets en perspective en fait d'un futur que certains pourraient qualifier de dystopique, mais en fait qui nous pend de plus en plus au nez, c'est-à-dire un futur où l'eau est de plus en plus rare, où les ruptures, notamment électriques, seront de plus en plus fréquentes. On commence à voir des pannes d'électricité générales majeures qui commencent à arriver sur le réseau. Et donc, il y avait cette réflexion de, en fait, comment on ferait sans eau et sans électricité de demain. Et cette question-là, qui peut paraître de prime abord, au moins sur la question de l'électricité, assez éloignée des questions agricoles, en réalité, n'en est pas du tout éloignée, puisqu'on a aujourd'hui de plus en plus de technologies et de plus en plus de numérique aussi dans les pratiques agricoles. C'est un des sujets sur lesquels travaille beaucoup l'atelier paysan notamment. Donc évidemment c'est intéressant d'aller regarder comment se débrouillent des paysannes et des paysans dans des endroits où l'eau est rare, où il n'y a pas forcément d'électricité courante, etc. Pas seulement parce que ça reflèterait notre passé, mais plutôt parce que ça pourrait bien être le reflet de notre futur. Merci Corinne. Alors je propose déjà un boycott des cornichons à la cantine tout à l'heure au resto, parce que j'ai vu qu'il y en avait un pot plein. Et puis c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que ça fait un moment qu'on a envie avec Dominique de créer, parce qu'il est allé à Cuba, voilà. Et peut-être qu'on pourrait proposer un voyage d'études à Cuba, si vous le voulez bien. Ouais, voilà. Eh bien, non mais sans déconner, chaque année on va à la fête de l'UMA maintenant, il y a le stand France-Cuba, etc. Ils font des programmes, etc. Et ça nous tente très bien d'aller voir comment on cultive aussi, parce qu'en milieu tropical, ils ont dû réinventer l'agriculture sans chimie. Et c'est devenu une référence agronomique en milieu tropical, ce qui peut aider nos amis de la Réunion ici présents, qui ont bien ces questions en tête. Alors Elsa et Sébastien, qu'est-ce que ça veut dire, vous, dans votre quotidien, parce que vous devez être très occupés quand même, comme paysans et paysannes bio, vous avez une famille, etc., vous faites des marchés à la ferme, etc. Comment vous arrivez à trouver dans votre quotidien, dans votre travail, cette sensibilité à la nature encore aujourd'hui? Est-ce que ça se travaille, cette sensibilité? Est-ce qu'on s'y habitue et que ça devient un réflexe? Est-ce qu'il faut méditer pour y arriver? Enfin, quel est le mystère? Comme ça, quand je retourne dans la drogue, peut-être que je pourrais avoir une vision un petit peu plus naturaliste du paysage.
je commence et puis Elsa continuera parce que chacun a nos recettes. Moi, en fait, c'est une continuité en fait de toute ma vie en fait. C'est-à-dire que, comme je vous disais, depuis petit, je suis absorbé par ça. Je sais absolument pas pourquoi. Je pense que c'est en lien avec 2-3 trucs que m'ont passé mes grands-parents. Je me souviens, c'est des moments. Je pense que quand on est tout petit, il se passe des choses qui durent après très longtemps dans la vie. Et même si je suis paysan, je pense que c'est en lien avec mon grand-père. Et ça va tout le temps m'émouvoir. Donc, vous voyez, la preuve en direct que c'est un peu problématique. Enfin, ça fait partie de la problématique. Moi, je me souviens d'avoir un livre sur les oiseaux, un truc très vieux que mon père avait quand il était gamin, dans lequel il y avait une plume de canard. C'était une plume de sarcelle d'hiver. C'est hyper précis, vous voyez. Et je devais avoir 6-7 ans et je m'en souviendrai toute ma vie de cette plume. Je l'ai cherché encore il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est cette couleur de plume, cette histoire qui va avec, en fait, m'a tellement enchanté qu'aujourd'hui, en fait, moi, je suis passé par une phase d'être professionnel de l'ornithologie, où je suis allé très loin dans les protocoles, les machins, tout ça. Ça a fini presque par me saturer, quoi, dans le sens où voilà, ça ne donnait plus du plaisir, c'était vraiment du travail. Et le retour à la ferme, ça m'a relibéré, en fait, la possibilité de revoir les oiseaux. Je parle des oiseaux parce que c'est quand même beaucoup les oiseaux chez moi, mais pas que. Les revoir, les m'émouvoir d'une manière qui est beaucoup plus contemplative. Et moi, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, bon, je pars toujours travailler avec mes jumelles, parce qu'on sait que c'est quand on n'a pas ses jumelles qu'on rate des trucs. Donc, on a toujours les jumelles, ça c'est important. Et quand on n'a pas nos jumelles, ça, vraiment, on a l'impression qu'on est à poil. C'est le rêve de partir à l'école sans slip, quoi. Moi, ça me fait pareil. Je pars, je suis dans le tracteur, je n'ai pas mes jumelles, je stresse comme un malade, quoi. Je suis là, mince, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose. Et donc voilà, et comme il y a toujours quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Et on n'a pas les jumelles. Donc voilà, et donc, vous voyez comment ça se cultive. Et de plus en plus, j'ai l'impression qu'avec le temps, avec l'âge, il y a des choses qui sont en lien presque avec même l'individu. C'est-à-dire que l'individu oiseau, je le disais tout à l'heure, les chouettes qui nichent dans notre maison, quand moi j'arrive, hop, je jette un petit coup de regard et je le passe à mes gamins, ça je leur montre, je leur dis, t'as vu, il y a la chouette là-haut, et eux ils savent très. Si je dis, vous avez vu, il y a la chouette sur la maison, ils savent exactement où est la chouette sur la maison. Ils regardent, ils savent qu'elle est là-bas, on voit juste la tête, mais on le sait. Et cette chouette, on passe, on la regarde, on fait la vie, et en fait on sait qu'on se connaît. Donc il y a un espèce de rapport comme ça qui évolue petit à petit. Voilà. C'est un peu ça ma réponse, entendu, mais c'est ça. Oh, c'est un fétichisme particulier, mais on l'accepte. On est tout à fait ouvert aux autres. C'est plutôt en fait l'association des fermes paysannes et sauvages dont parlait Corinne, c'est une association qui est née il y a à peu près 5 ans et qui regroupe à l'heure actuelle plus de 30 fermes autour de Valence. Donc ça part, il y a une floricultrice qui a 3000 m², il y a des maraîchers, il y a quelques arboriculteurs, il y a des éleveurs, il y a 2 paysans boulangers, un paysan brasseur. Et cette asso, en fait, elle donne des outils à des agricultrices et des agriculteurs qui, à un moment donné, sont pour la plupart en bio et qui se sont dit, mais là, il y a une problématique de déclin de la biodiversité et moi, j'ai un grand territoire sur lequel je travaille. Qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, on a commencé à travailler avec ce groupe en leur donnant des outils, des petites billes pour, voilà, qu'est-ce que je fais concrètement pour faire revenir la biodiversité dans mon espace ou pour la préserver si je suis dans un espace un peu plus préservé. Et parmi ces outils-là, il y a vraiment cet aspect sensibilisation et chacun se l'approprie un peu à sa manière. Moi, je suis plus sensible, par exemple, aux nouvelles découvertes, aux choses qui sont toutes petites, surtout que j'ai un appareil photo qui fait des super macros. Donc je passe beaucoup de temps à photographier des tout petits trucs et à me dire waouh, mais c'est quoi ce truc, j'avais jamais vu, c'est super chouette, comment ça s'appelle.
Et après, à partager ça avec un copain qui est naturaliste et qui me dit, ah ben ça c'est ça, et puis à apprendre des petits bouts de vie sur tel ou tel animal en fait. C'est comme si l'oiseau, l'insecte ou même le champignon, tout à coup il avait une histoire, alors qu'avant c'était juste un truc anonyme. Un oiseau, c'est un dessin qu'on voit dans les livres d'enfants. Là tout à coup, ben, c'est Lapi qui a fait son nid au printemps devant la chambre de notre fils. Et puis qui après est allée se balader et qu'on reconnaît parce qu'elle est plus jeune et du coup les plumes elles sont plus courtes, les plumes de sa queue sont plus courtes et on sait que c'est celle-là. Et en plus elle va nous manger les œufs des poules dans la bergerie, donc elle nous énerve un peu, donc elle a une histoire, on a un lien avec elle. Et j'ai l'impression que dans les fermes paysannes et sauvages, c'est un peu ça aussi, que chacun s'approprie. Alors il y en a qui ont envie de devenir naturalistes, qui commencent à se former, qui sont vraiment à fond sur catégoriser les plantes et les insectes ou les oiseaux par catégorie. Et puis il y a ceux qui juste se contentent de la rencontre, de la découverte de la biologie, de l'écologie de telle et telle espèce. Et là, moi, le petit jeu qu'on a en ce moment, on a du coup une deuxième association, Réensauvage la ferme, qui est née il y a 4 ans et qui a pour but d'inventorier le vivant sur la ferme. Donc c'est en gros dire, on est parti il y a 20 ans d'une grande parcelle de maïs, une seule, et aujourd'hui on est sur 50 hectares d'une ferme en polyculture, polyélevage, très diversifiée, avec des animaux, avec des infrastructures agroécologiques, comme on les appelle. Qu'est-ce que ça fait en fait? C'est bien joli, mais qu'est-ce que ça apporte? Et donc ce projet, Réensauvager la ferme, regroupe plusieurs naturalistes qui viennent faire des inventaires du vivant de façon régulière. Et puis, une fois par an, d'ailleurs, vous pouvez noter la date, le prochain week-end d'exploration du vivant, où on réunit des naturalistes, des paysans et des paysannes. C'est le week-end du 7 juin. Et tous les acteurs du monde agricole sont conviés. Alors, c'est camping dehors, et puis il n'y a pas de douche, hein, mais c'est hyper sympa, on mange bien. Et puis on fait un peu la fête aussi, c'est chouette. Et donc ce projet-là vise à comptabiliser le nombre d'espèces. Donc à l'heure actuelle, je pense on a passé les 3000, on attend les résultats, sachant que par exemple, il n'y a pas d'expert, il y a un seul expert de mouches en France, il ne connaît que 3 familles, et dans ces 3 familles, je crois qu'il y a 6000 espèces, un truc comme ça. Donc pour l'instant, on attend ces résultats, on lui a envoyé plein de mouches, on ne les a pas encore, mais en fait c'est exponentiel, quoi. Enfin, il y a une possibilité infinie d'espèces, mais certaines vont nous parler, etc. Et donc là, notre petit jeu avec Sébastien, c'est celui qui trouvera une nouvelle espèce. Et comme moi, je regarde les tout petits insectes que personne ne regarde, et lui, il regarde les oiseaux. Ben, les oiseaux, c'est bon, on a déjà fait l'inventaire, quoi. Alors que les tout petits insectes, moi j'en trouve plein. Donc j'ai une espèce de... Je suis super contente quand je trouve un nouveau truc et lui, il est dégoûté. Parce que tous les oiseaux mangent les insectes en plus, donc entre vous deux. Corinne, alors maintenant on va parler avec toi de quelque chose que tu peux nous emmener, alors nous irons trouver la beauté ailleurs. J'ai lu tes billets de ton blog, notamment au moment de l'élection de Trump. Tu as dit « J'ai écrit sur la dignité du présent, ce qu'il nous reste de plus sûr quand les victoires futures semblent de plus en plus hypothétiques dans un monde en train de sombrer. » Alors, qu'est-ce que c'est que la dignité du présent? Eh bien, la dignité du présent, c'est une idée que j'ai développée dans mon premier bouquin, Plutôt crouler en beauté que flotter sans grâce, qui est inspiré d'un personnage de roman. Ce roman, c'est Les Racines du ciel de Romain Gary. Et le personnage, c'est un personnage qui s'appelle Morel, qui vit dans ce qui s'appelle encore l'Afrique équatoriale française, et qui fait et cause pour les derniers grands troupeaux d'éléphants sauvages. Et en fait, tout au long du roman, on voit ce personnage au début qui est vraiment un peu pathétique et en même temps très touchant, parce qu'en fait, il est tout seul avec sa pétition complètement froissée. Il va de personne en personne essayer de trouver des signataires pour sa pétition, et en fait, ça n'intéresse strictement personne d'autre que lui. Et malgré tout, Morel, parce qu'il sait que cette cause est juste,
va persévérer, va continuer. Bon, après, il va un peu se radicaliser, mais en tout cas, voilà, il lâche pas l'affaire. Et en fait, quand j'ai écrit ce livre, c'était un des moments de creux de la vague du militantisme, à la fois sur les questions d'écologie, mais aussi sur les questions de justice sociale, de démocratie, tout quoi. Et on était quand même très nombreuses et nombreux à se sentir traversés par une grande vague de découragement et l'envie d'aller cultiver son jardin et puis de profiter de la beauté du monde tant qu'il y en avait encore un peu. Et ce personnage de Morel, il est venu réactiver chez moi cette idée selon laquelle, en fait, même, et peut-être surtout quand les victoires futures semblent de plus en plus hypothétiques, quand on a vraiment le sentiment que le monde est en train de sombrer et que le rapport de force ne nous est pas favorable, et c'est peut-être à ce moment-là le bon moment pour se souvenir que quand on s'engage dans une cause, c'est pas parce qu'on est sûr de gagner à la fin, mais simplement parce que cette cause semble juste à mener à un moment donné. Et donc c'est vraiment une manière d'opposer ces victoires futures et cette dignité du présent et de se dire qu'en fait, avant tout, c'est pour la dignité du présent qu'on continue à se battre, tout simplement. J'ai mis Rosa Luxembourg aussi, de ce que tu en parles. Comment dans son combat, il y en a d'autres, femmes aussi, qui vont livrer ces combats, jusqu'au péril de leur vie. Et comment elle s'occupait de ses plantes, comment elle arrivait à trouver la paix intérieure par rapport à ça. Je trouvais ce passage très, très beau. Oui, Rosa Luxembourg, pour la resituer rapidement, c'était une militante communiste, socialiste au sens historique du terme, au début du XXe siècle, qui s'est retrouvée emprisonnée pendant la Première Guerre mondiale pour ses positions, qui a d'ailleurs été assassinée pour ses positions à sa sortie de prison. Et quand elle était incarcérée, elle a beaucoup écrit des correspondances qui ont été éditées, ces lettres de prison de Rosa Luxembourg. Et dans ces lettres, c'est très frappant parce qu'à la fois, il y a une dimension extrêmement politique, c'est une militante très engagée, donc elle exhorte ses camarades à poursuivre le combat, etc. Et puis tout d'un coup, il y a une petite phrase où Rosa Luxembourg va raconter la manière dont elle va recueillir une coccinelle gelée en hiver, la manière dont elle continue à regarder la course des nuages dans le ciel, dont elle herborise au printemps, la beauté qu'elle trouve dans un brin d'herbe, dans justement des toutes petites choses minuscules, infimes, qui pourraient paraître insignifiantes, mais dont on sent à quel point c'est sa manière aussi de tenir bon, en fait, tout simplement, d'arriver à trouver la beauté dans les interstices depuis la prison, depuis ce contexte de la boucherie de la Première Guerre mondiale. Et donc je trouvais que c'était un bel enseignement en fait pour aujourd'hui que de continuer à aller trouver la beauté dans les failles, même quand elle est toute petite et qu'elle semble insignifiante, parce qu'en réalité c'est aussi ça qui nous rappelle ce pourquoi on lutte, ce pourquoi on s'engage et on continue à militer. Tu cites d'ailleurs dans ton livre, tu le mets en annexe, une lettre anonyme de remerciement à Rosa Luxembourg de la part d'une ou un admirateur, etc., qui est une lettre effectivement magnifique, qui écrit tout ce que l'inspiration de son combat et la remercie de ce legs en fait. Alors Sébastien et Elsa, est-ce que vous vous sentez vous aussi en lutte dans votre projet personnel et dans votre activité? Ou pas forcément Totalement. Alors, on est vraiment en lutte. Et ça pèse, d'ailleurs, c'est dur. Et effectivement, je pense qu'on a vraiment besoin de petites zones de refuge et parfois aussi de s'extirper un peu de ce monde dans lequel on est pour aller prendre une bouffée d'air ailleurs. On est en fait, on est très très engagés. Et surtout, quand même, toi, tu es dans le Diois, où il y a beaucoup de projets alternatifs, où il y a beaucoup de gens qui sont dans des modèles alternatifs, ou qui ont une pensée un peu qui va à l'encontre de la tendance actuelle. Nous, on est au milieu des champs de maïs de la plaine de Valence, quoi. On est au milieu des rampes et des gros tracteurs Fendt. Donc, c'est pas la même réalité. Moi, je suis confrontée tous les jours, tout le temps, à une réalité qui à ce futur indésirable
On a une école aussi où les enfants sont amenés en Porsche et en Jaguar, et nous on arrive avec notre pauvre voiture. Et puis, donc cette réalité, elle est omniprésente, elle est là tout le temps, que ce soit voilà, à l'école, dans notre métier, de partout. Et il y a des moments où on se dit, c'est bon quoi, j'ai plus envie, j'ai juste envie d'avoir une vie en paix. Sauf que en fait, moi je suis militante dans l'âme, je suis née avec ça et je lâcherai pas le morceau parce que sinon j'ai l'impression de perdre un peu le sens de ce que je vis. Et puis effectivement, on y croit. En fait, moi je sais que ce que je fais, c'est ce qu'il faut faire. Alors après, avec chacun ses nuances, j'ai pas du tout envie de reproduire notre ferme ailleurs, hein, mais dans l'essence, dans l'idée de notre ferme, je sais qu'on a juste, quoi, on a bon. Moi, je me suis senti beaucoup en lutte. Je me suis senti en danger aussi, parce que, en fait, je trouve que dans les moments comme ça, là, qui dérape politiquement, moi, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise intuition, mais j'ai parfois la sensation que certains de mes voisins ne seront pas forcément méga cool avec nous. Voilà, enfin, si on regarde un peu l'histoire. Donc il y a des fois, ça me fait un peu flipper, je dois vous avouer. Maintenant, je ne sais pas si c'est avec le temps, et puis si c'est aussi avec une réflexion que j'ai eue avec Maurice, avec Baptiste, sur les combats, sur le fait d'attaquer des combats sur lesquels on a la possibilité de faire quelque chose. Et moi, au début, vraiment, j'embrassais tout, quoi. J'embrassais tous les enjeux, ça me mettait dans des états pas possibles. Et maintenant, j'essaie plutôt de me concentrer sur des enjeux qui sont à ma portée. Puis le reste, voilà, hein, c'est comme ça. Mais les enjeux qui sont à ma portée, c'est quoi? C'est justement, c'est ce pourquoi on est un peu là, c'est le rapport au vivant et avoir une agriculture qui fonctionne avec ça. Et en fait, maintenant, moi je l'assume de plus en plus en vrai. Et il se trouve que dans le cadre de notre boulot de paysan, là, on est amené à côtoyer nos voisins. Moi, par exemple, je suis président d'un petit syndicat d'irrigation et d'une CUMA. Vous savez, le truc, c'est qu'il n'y a personne qui veut être président, parce que c'est plein d'emmerde, quoi. Et donc, à un moment, vous y allez. Puis en fait, finalement, c'est pas si mal que ça, parce que autour de nous, là, on a des gars qui sont dans les modèles qu'on trouve pas super cool, mais on est bien obligé de se mettre d'accord sur certains points, et finalement, on arrive quand même à se dire un certain nombre de trucs. Et moi, j'ai l'impression que si, on en parlait ce matin, que si on va sur des choses qui sont des vérités, comme par exemple la disparition des oiseaux, en fait, ça fait quand même une certaine unanimité, ça. Et là, aujourd'hui, par l'exemple, c'est sur la ferme, on a développé un projet où on va essayer de déployer des mâts d'hospitalité sur les fermes, notamment pour essayer de faire revenir les cigognes. En fait, il ne faut pas se mentir, la cigogne, c'est pas un vrai enjeu de conservation de la nature. Quand on est nature, on le sait bien, elle progresse de partout. Par contre, la cigogne, c'est un vrai oiseau pour lequel il y a une capacité à se mettre ensemble parce que il y a une unanimité sur la beauté de cet oiseau. Et moi, c'est un peu l'idée de s'inspirer on va prendre quelque chose où on est un peu tous d'accord et qui fait partie de ce qu'on pense, parce que moi j'aime beaucoup les cigognes, hein. Et on va essayer de communiquer ensemble et d'avancer ensemble. Et je le disais ce matin, moi j'ai jamais rencontré un paysan qui m'a dit je trouve que, je disais l'exemple des hirondelles, que c'est super que les hirondelles disparuent, j'en ai jamais trouvé un. Tous nos voisins qui défractent tout, ils trouvent ça très triste aussi. Donc du coup voilà, moi c'est un petit peu le combat du moment. Alors après, est-ce qu'on aura l'énergie d'aller jusqu'au bout, je ne sais pas, hein. Mais bon, voilà quoi, c'est un peu ça, quoi.
C'est un peu ce fond de cette manière. Merci Sébastien. Oui, il y a beaucoup de paysans bio, effectivement, qui sont des naturalistes, qui partagent ces constats scientifiques, qui peuvent être d'ailleurs des surfaces. Pour des constats scientifiques, 50% des oiseaux ont disparu, effectivement, et c'est pas fini. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que la cigogne est de droite? Moi, je pense que oui. Alors, il existe un site internet, dedroiteoudegauche.com, et là, vous tapez n'importe quoi, et ça vous dit si c'est droite ou de gauche. On pourrait essayer. Mais pour moi, cigogne, c'est de droite. Hirondelle, je sais pas. Ouais, c'était pour ça, voilà. L'aigle est de droite. La buse de gauche. La buse de gauche, on a plein de buses, je sais pas. Le corbeau, de droite. Pas sûr. Le chouk. Le chouk. Voilà, ça peut durer très longtemps, cette séquence. Voilà, ça donne envie de tester d'autres occurrences. La FNSEA, par exemple. De gauche, bien sûr, évidemment. Voilà, mais en fait, moi je viens de ton pays, enfin de ce pays-là, et on rigole là de droite, de gauche, mais vous savez qu'on parle d'un territoire qui est totalement sinistré. Il y a eu des affaires que vous connaissez peut-être, un attentat à Romans-sur-Isère, il y a eu le jugement, enfin le procès au mois de septembre, il y a eu le meurtre de ce jeune à Crépol, donc ça c'est à côté de chez nous, et l'invasion de fascistes venus de France entière, qui ont déboulé dans le quartier ghetto de la Monnaie, à Romans. C'était la première fois qu'en France, on a un regroupement de plus de 200 fascistes et non-nazis qui sont venus casser du jeune de chez nous. D'ailleurs, bien mal leur en a pris, parce qu'il se trouve que le jeune de chez nous, du quartier de la Monnaie, il a du répondant. Donc ils ont su se défendre. Et de cet effondrement démocratique et politique, puisqu'on est dans un territoire qui a totalement basculé au Rassemblement national, totalement, il y a un rebond, il y a une résurgence. Et les mouvements d'éducation populaire de la ville se sont regroupés avec les jeunes décidés, etc. On construit une première manif ensemble. On construit une première opération de développement communautaire politique ensemble, notamment sur le risque à prendre en manif, sur les types d'interpellations, etc. Commencent à ouvrir des cafés associatifs où sont ouverts, etc. On une presse. Et aujourd'hui, vont même dans l'orientation des municipales, bon, c'est perdu, mais dans les municipales, c'est l'idée d'un partenariat avec les partis politiques de gauche, notamment, sur la société civile organisée, cette nécessité démocratique, là, dans un moment finalement qui est dystopique, enfin qui est complètement, pas dystopique, qui est tout simplement futuriste, de cet envahissement fasciste en ville, etc. Comment faire pour résister et renégocier une plateforme avec des partis prêts à s'engager dans les municipales. Voilà. Donc il s'y passe aussi des choses très très intéressantes, mais l'effondrement a eu lieu. Alors Corinne, justement, dans tes livres, tu nous parles beaucoup de lieux refuges. Et la littérature, pour toi, est un lieu refuge. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce lieu refuge et le rôle que la littérature peut jouer pour nous tous? Je précise tout de même que tu nous dis que la fin des écrans est peut-être plus proche qu'on le croit, pour des raisons bassement matérielles. Avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire et sur le moment qu'on est en train de vivre, politiquement parlant. Il se trouve qu'il y a une espèce d'accélération de l'histoire là en ce moment. Moi je suis donc dans le milieu de l'édition, des livres, etc. On est quand même face à une offensive absolument sans précédent des forces d'extrême droite, que ce soit sur des dégradations de librairies qui osent afficher des livres en soutien à Gaza, que ce soit ma maison d'édition Libertalia qui fait l'objet d'une plainte du ministère de l'Intérieur
sur un nouveau jeu antifasciste qui vient d'être proposé à la vente, que ce soit sur, vous avez peut-être entendu parler des subventions qui ont été coupées, qui n'ont pas été allouées par le Conseil de Paris à un certain nombre de libraires indépendants, ou que ce soit sur la mainmise de Bolloré et de la fachosphère sur toute la chaîne de l'édition. Il y a une dessinatrice italienne là qui a été remise dans un avion, qui n'a pas pu rentrer sur le territoire parce qu'elle avait participé à une action militante il y a quelques années. Tout ça est vraiment de plus en plus inquiétant et j'aimerais en parler spécifiquement ici parce que là aussi le lien avec le secteur agricole me paraît devoir être fait. Il se trouve que moi je suis encore très ébranlée par une rencontre que j'ai eue la semaine dernière avec des jeunes en MFR, parce que je vais beaucoup au contact de public, parce que l'avantage c'est que j'écris à la fois pour les tout jeunes en jeunesse et puis pour les adultes, et donc ça me permet d'aller voir des scolaires, des collèges, des lycées, des MFR, des détenus aussi en milieu pénitentiaire. Et là, il se trouve que je me suis retrouvée dans une intervention avec des jeunes de MFR qui avaient 16-17 ans, qui se destinaient plutôt, qui étaient en filière agri ou espace vert, et que j'avais devant moi 40 jeunes hommes, une jeune fille qui n'a pas ouvert la bouche, mais 40 jeunes hommes, et tous ceux qui ont pris la parole étaient extrêmement virulents, extrêmement agressifs, et sur les positions qui sont rabâchées à longueur de journée sur CNews et par le Rassemblement national. À expliquer que les personnes qui dorment dans la rue, les SDF, c'est parce qu'ils ont tué ou violé, à expliquer que les femmes font 9 gamins comme ça, avec un claquement de doigts pour toucher les allocations, que les pauvres, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler, et je vous passe toutes les remarques sur les écolos, sur les étrangers, etc. Moi, ça fait des années que j'interviens dans des milieux qui sont très différents et qui ne sont pas forcément de mon bord politique. C'est la première fois que je dois contrer des propos aussi outranciers. Et j'ai plein d'autres témoignages qui viennent de lycées agricoles, de MFR, etc., de jeunes en fait. Et là, je crois qu'il y a vraiment un truc à réfléchir ensemble, à contrer. J'imagine que là, je plaide pour une assemblée qui est déjà au fait et consciente de ces dérives, de ces dangers. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de passer un cran, et moi, voilà, ça m'inquiète beaucoup. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, Sébastien, sur les mâts d'hospitalité pour les cigognes. À Die, où on n'est pas que des gauchistes écolos, il y a des apéros chantés dans les bars sur des standards populaires, et tout d'un coup on voit des gens chanter ensemble, qui sont des gens qui sont à la limite de prendre le fusil en temps de sécheresse sur les premiers conflits d'usage. Donc je trouve que, enfin voilà, il y a vraiment là un truc à repenser, et à repenser de toute urgence. Et une fois que j'ai dit tout ça, je veux bien parler de littérature, parce que, comme le disait Elsa, il y a des moments où tout ça devient quand même franchement pesant et cauchemardesque, vraiment, et où on a besoin de soupape en fait. Et moi j'envisage beaucoup la littérature comme une soupape, notamment pour ce qui est du roman et de la fiction. Dans les essais, c'est plutôt s'emparer du réel, essayer de le décortiquer, de l'analyser, de le questionner. Mais dans les romans, dans la fiction, tout d'un coup, on peut s'évader. Je disais que j'avais fait aussi une rencontre avec des détenus en milieu pénitentiaire, et s'il y a bien un endroit où la littérature comme mode d'évasion, elle a son sens, c'est là, et les témoignages étaient vraiment totalement bouleversants. Mais pour nous aussi, à l'extérieur des prisons, en fait, il y a ce besoin de temps en temps de s'ouvrir des fenêtres. Et c'est vrai qu'ouvrir un livre, ça vous permet en un instant, si c'est bien foutu à l'intérieur, de partir vivre à une autre époque, sur une autre planète, dans un autre pays, de regarder le monde différemment, parce qu'on le regarde à travers un regard de quelqu'un d'autre. C'est ce qui permet de décadrer le regard, c'est ce qui va permettre aussi de développer des capacités d'empathie, de se mettre à la place d'un autre, puisque d'une certaine manière, en lisant un roman, on vit à travers un autre personnage que soi. Et donc, je pense que, malheureusement, ça fait aussi partie des choses qui déclinent aujourd'hui,
ce goût des mots, de la lecture. On est dans cette économie de l'attention qui nous pompe notre temps de cerveau disponible pour pouvoir passer de la publicité. Mais là aussi, je pense qu'il y a vraiment un espace de résistance et du coup, je boucle la boucle avec ce que je disais au début sur Bolloré et sur tout le milieu de l'édition et du spectacle vivant et de la culture. Vous avez vu toutes les coupes budgétaires, c'est pas pour rien en fait. C'est parce que en face, ils ont très bien compris que c'était par le biais de la littérature, de la culture qu'on forgeait des esprits critiques, des esprits libres et un peuple capable de se révolter. Et donc plus que jamais, je vous appelle vraiment à soutenir les médias indépendants, les maisons d'édition indépendantes, les petites librairies et à arrêter si vous le faites encore, d'acheter sur Amazon et consorts. Merci à tous les trois. Alors c'est une transition, la littérature, qu'on va tout de suite mettre en scène. Je vous remercie infiniment de votre témoignage. Ce que je retiens de tous les trois, et ça t'écrit dans tes livres, Corinne, c'est qu'à quel moment, et ça a été dit avant le film, à quel moment, une fois qu'on a mis des lunettes, on ne peut plus les enlever. Et hier, il y avait ce témoignage du jeune qui disait les lunettes du féminisme, une fois que tu les as mises, tu ne peux plus les enlever. Et les lunettes du naturalisme, tu ne peux plus les enlever. Voilà. Là, tu racontes aussi comment des perceptions, le percept ouvre parfois quelque chose d'irrémédiable en nous, qui fait qu'on ne pourra plus regarder pareil, on ne pourra plus ne plus se souvenir d'eux. Et voilà, et ça c'est peut-être ce qui nous conjugue tous aujourd'hui, cette capacité de ne plus voir les choses autrement que par l'amour du vivant. Merci à tous les trois.